J'ai été guide de montagne pendant 19 ans. J'ai accompagné des centaines de personnes sur les sommets, dans les couloirs, sur les arêtes. Je connaissais chaque refuge entre Chamonix et Briançon. Je savais lire le ciel, la neige, le vent. Mais en janvier dernier, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait. Je suis parti seul. Ce n'était pas de l'imprudence, pas vraiment. C'était autre chose. Une fatigue que je ne savais pas nommer. Après le divorce, après des années à sourire aux clients, à répéter les mêmes consignes de sécurité, à feindre l'enthousiasme pour des sommets que j'avais gravis 50 fois, j'avais besoin de silence. Du vrai silence. Pas celui d'une soirée tranquille. Celui qui vous entoure quand il n'y a plus personne à des kilomètres. J'ai planifié une traversée de 3 jours entre le refuge de la Pilate et celui du promontoire. Rien d'exceptionnel. Un itinéraire que je connaissais bien. Janvier, certes, mais les prévisions étaient instables. Froid sec, vent modéré, pas de précipitations annoncées. J'ai vérifié mon matériel 2 fois. Tente 4 saisons, sac de couchage, 30 degrés C, réchaud, ration pour 5 jours. J'ai laissé un mot dans le livre de marche au refuge. Départ le 18 janvier, arrivée prévue le 20 au soir. Le premier jour s'est déroulé sans incident. Le ciel était clair, presque trop clair. Cette lumière bleue et froide de l'hiver alpin. J'ai marché 8 heures, posé la tente vers 2400 mètres, mangé des pâtes lyophilisées sans vraiment les goûter. La nuit a été calme. Le silence était exactement ce que je cherchais. Pas de ronflement dans le dortoir. Pas de conversation forcée. Juste le vent léger sur la toile et ma propre respiration. Le deuxième jour, quelque chose a changé. Vers midi, j'ai remarqué que la température baissait plus vite que prévu. Le thermomètre indiquait 18 degrés C, alors qu'on était en plein soleil. Le vent venait du nord, sec et coupant. J'ai consulté mon altimètre baromètre. La pression chutait rapidement, trop rapidement. Je connaissais ce signe. Une masse d'air arctique descendait sur les Alpes. Les prévisions s'étaient trompées, ou alors la situation avait évolué plus vite qu'anticipé. J'étais à mi-parcours. Redescendre vers la Pilate représentait 6 heures de marche. Continuer vers le promontoire, 7 heures au moins. Dans les 2 cas, je risquais d'être pris par la tempête en terrain exposé. La décision rationnelle était de monter la tente immédiatement, là où j'étais, dans une combe relativement abritée, et d'attendre que ça passe. J'ai monté le camp méthodiquement. Double ancrage de la tente, mur de neige côté vent, tout le matériel à l'intérieur. À 16 heures, le thermomètre affichait 25 degrés C. À 18 heures, 32 degrés C. J'ai mangé sans faim, juste pour maintenir les calories. Dehors, le vent montait. C'est un son que je connaissais bien, ce sifflement continu qui devient un rugissement. La nuit est tombée tôt comme toujours en janvier. Vers 19 heures, le thermomètre digital marquait 41 degrés. J'ai vérifié 3 fois. Ce n'était pas une erreur. J'avais déjà affronté du 30 degrés C en haute montagne, même du 35 degrés C une fois au Mont Blanc. Mais 41 degrés C, jamais. Et ça continuait de descendre. La tente, une bonne tente d'expédition, commençait à vibrer sous les rafales. Chaque coup de vent faisait claquer la toile comme un drapeau. Je me suis glissé dans mon sac de couchage tout habillé, avec la doudoune, le bonnet, les gants. J'ai laissé le réchaud allumé 10 minutes pour réchauffer l'air intérieur, puis je l'ai éteint. Impossible de le laisser tourner toute la nuit, risque d'intoxication au monoxyde de carbone. À 22 heures, le thermomètre indiquait 48 degrés C. À minuit, 53 degrés C. À 3 heures du matin, 58 degrés C. Je n'ai pas dormi. Dormir à cette température, c'est mourir. Le froid pénètre tout. Le sac de couchage conserve la chaleur corporelle, mais il faut produire cette chaleur. J'ai contracté et décontracté les muscles toutes les 10 minutes. Bougé les orteils, serré les poings. Fait des petits exercices de respiration pour maintenir le métabolisme actif. Vers 4 heures, j'ai senti que je perdais de la sensibilité dans les doigts de pied. J'ai enlevé les chaussures, massé les pieds à travers les chaussettes en laine. Ça faisait mal, mais c'était bon signe. La douleur voulait dire qu'il y avait encore de la circulation. J'ai remis les chaussures. Bouger. Ne pas s'arrêter de bouger. Le vent hurlait. La tente tremblait de toute sa structure. À plusieurs reprises, j'ai cru qu'elle allait se déchirer. J'ai posé ma main sur la paroi intérieure. Elle était glacée. Le givre s'accumulait partout.
Ma propre respiration gelait sur le tissu et formait une couche de cristaux brillants à la lumière de ma frontale. C'est dans ces moments que l'esprit commence à dériver. Pas de manière spectaculaire, juste des pensées qui arrivent sans qu'on les appelle. Ma fille, Léa. Elle avait 8 ans quand j'ai divorcé. Maintenant, elle en a 15. On se voit un week-end sur 2 quand je ne suis pas en montagne. Elle veut faire des études de biologie marine. Rien à voir avec les sommets. C'est bien. Je me suis demandé si elle comprendrait ce que je faisais là. Probablement pas. Moi-même, je ne comprenais pas vraiment. Les heures se sont étirées comme de la résine froide. Chaque minute semblait durer 10. J'ai compté. J'ai calculé combien il restait jusqu'à l'aube. 14 heures. 13. 12. Le froid était devenu une présence physique, quelque chose qui pesait, qui comprimait. J'ai pensé à mes clients, à toutes ces fois où j'avais dit « Faites-moi confiance, je connais la montagne ». Mensonge. On ne connaît jamais vraiment la montagne. On apprend juste à respecter ce qu'on ne comprend pas. Vers 6 heures, j'ai enlevé mes gants pour vérifier mes mains. 2 doigts de la main gauche étaient blancs et sans sensation. Je les ai massés violemment. La douleur est revenue lentement. Pas dans les 2 doigts, seulement dans un. L'autre restait engourdi. J'ai compris ce que ça signifiait, mais je n'ai rien ressenti de particulier. Juste une constatation froide et technique. Gelure de 2e degré, probablement. Peut-être pire. L'aube est arrivée sans lumière. Juste une nuance de gris légèrement moins sombre. Le vent avait un peu faibli. Le thermomètre indiquait 52 degrés C. J'ai ouvert la fermeture éclair de la tente et regardé dehors. Visibilité moyenne, peut-être 200 mètres. Pas de neige, juste le vent qui soulevait la poudreuse et la projetait en nappe horizontale. J'avais 2 options. Rester une nuit de plus et espérer que la température remonte. Ou descendre maintenant, avec un corps déjà affaibli dans des conditions limites, mais avec encore un peu de force. Si je restais une nuit supplémentaire à 50 degrés C ou moins, je ne serais peut-être plus capable de marcher le lendemain. La décision n'a pas été héroïque. Elle a été mathématique et désespérée. J'ai choisi de descendre. J'ai plié la tente avec des gestes lents. Chaque mouvement demandait une concentration absolue. Enfiler le sac, vérifier les crampons, prendre les bâtons, un geste après l'autre. Ne pas penser à la distance, juste au prochain pas. J'ai commencé à marcher vers 8 heures. Le refuge du promontoire était à environ 6 heures dans des conditions normales. Mais ces conditions n'étaient pas normales, et mon corps n'était plus normal non plus. J'ai avancé lentement, méthodiquement, en suivant les cairns que je connaissais par cœur. Au bout d'1 heure, je suis tombé. Rien de dramatique, juste une perte d'équilibre sur une plaque de glace. Je me suis relevé, continué. Une demi-heure plus tard, je suis tombé à nouveau. Cette fois, j'ai lâché un des bâtons. Il a glissé le long d'une pente et disparu dans une crevasse. Je suis resté là, à genoux, à regarder l'endroit où il avait disparu. Puis je me suis relevé. Un bâton suffirait. Quelque part vers midi, j'ai réalisé que je parlais à voix haute. Je ne sais pas depuis combien de temps. Je racontais quelque chose à quelqu'un. Peut-être à ma fille, peut-être à personne. Je me suis tu. Puis 10 minutes plus tard, j'ai recommencé. Cette fois, je l'ai remarqué. Mais je n'ai pas arrêté. La voix faisait du bien. Elle remplissait le silence. La descente s'est poursuivie dans une sorte de brouillard mental. Pas de la confusion totale, juste une distance entre mes pensées et mes actions. Mon corps marchait de manière autonome. Un pied, puis l'autre. Respirer, recommencer. Les paysages défilaient sans vraiment s'enregistrer. À un moment, j'ai vu un chamois au loin. Ou peut-être que je l'ai imaginé. Je ne sais plus. Vers 15 heures, j'ai aperçu le refuge. Il était là en contrebas, exactement où il devait être. Un petit bâtiment de pierre avec un toit rouge. Je n'ai rien ressenti. Ni soulagement, ni joie. Juste la constatation que j'étais arrivé. J'ai continué à marcher un pas après l'autre jusqu'à la porte. Le refuge était vide, normal. Milieu de semaine, hors saison, plein hiver. Seuls quelques randonneurs sur plusieurs jours l'utilisaient à cette période. J'ai déverrouillé la porte avec la clé universelle des gardiens. L'intérieur était glacial, mais tellement moins froid que dehors. J'ai allumé le chauffage à gaz, fait bouillir de l'eau, bu un thé brûlant qui m'a à peine réchauffé, puis j'ai enlevé mes chaussures. Le pied droit allait bien. Douloureux, engourdi, mais normal. Le pied gauche était différent.
2 orteils étaient noirs, pas bleus, noirs. Je les ai regardés longtemps, assis sur le banc du refuge dans le silence. Je savais ce que ça signifiait. J'avais vu ça sur d'autres alpinistes. Gelure de 3e degré, nécrose. On ne récupère pas de ça. Je suis resté 2 jours au refuge. Le premier jour, personne n'est venu. Le deuxième jour, en fin d'après-midi, un couple de randonneurs norvégiens est arrivé. Ils ont été surpris de me trouver là, seul. Ils ont vu mes pieds. Ils ont appelé les secours avec leur téléphone satellite. L'hélicoptère est venu le lendemain matin. À l'hôpital de Grenoble, ils ont amputé 1 orteil et demi du pied gauche. Le chirurgien m'a dit que j'avais eu de la chance, qu'avec 58 degrés, j'aurais pu perdre beaucoup plus. J'ai hoché la tête. Il a raison, bien sûr. Techniquement, j'ai eu de la chance. Je suis retourné au travail 4 mois plus tard. Mais je ne guide plus. Impossible de marcher 8 heures par jour en montagne avec un pied amputé. La compagnie m'a proposé un poste de coordinateur sécurité. Bureau, téléphone, ordinateur. Je vérifie les itinéraires, les prévisions météo, les niveaux de risque. Je forme les nouveaux guides. C'est un bon travail. Stable. Parfois, des collègues me demandent ce qui s'est passé cet hiver-là. Je réponds que j'ai été pris par le froid. Ils rient. Ils pensent que je fais de la fausse modestie, que ça n'a pas été si grave. Je ne les corrige pas. Comment expliquer 58 degrés C à quelqu'un qui n'y était pas? Comment décrire cette nuit où chaque minute semblait étirée jusqu'à la rupture? On ne peut pas. Certaines expériences n'ont pas de traduction. Ma fille vient me voir plus souvent maintenant. Elle ne me pose pas de questions sur la montagne. Elle me parle de ses cours, de ses amis, de l'océan qu'elle veut étudier. Parfois, elle regarde ma démarche légèrement claudicante et je vois une question dans ses yeux. Mais elle ne la pose pas. C'est bien ainsi. Il y a quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. Cette nuit dans la tente, quand le thermomètre affichait 58 degrés C et que le vent menaçait d'arracher la toile, j'ai eu un moment de clarté absolue. Pas une révélation, pas une leçon. Juste une compréhension simple et froide. La montagne ne m'avait jamais appartenu. Je n'avais jamais été un guide expérimenté qui maîtrisait son domaine. J'avais juste été toléré, autorisé à passer. Et cette nuit-là, la montagne m'a montré ce que je savais déjà au fond, mais que je refusais d'admettre. On ne connaît pas la montagne. On ne la dompte pas. On ne la comprend pas vraiment. On apprend juste à reconnaître les moments où elle accepte notre présence et les moments où elle ne l'accepte plus. Je ne suis jamais retourné en haute altitude après ça, même en été, même sur des sentiers faciles. Ce n'est pas de la peur, c'est autre chose, un respect qui ressemble à de la distance, comme quand on comprend qu'une relation est terminée, pas dans la colère, juste dans l'acceptation. Le silence que je cherchais cet hiver-là, je l'ai trouvé, mais pas de la manière que j'imaginais. Il est là, maintenant, dans mon appartement à Grenoble. Un silence différent, moins vaste, moins froid. Plus humain peut-être. Parfois, la nuit, je rêve encore de cette tente qui vibre sous le vent, du thermomètre qui descend, de mes doigts qui deviennent blancs. Mais dans le rêve, je ne panique jamais. Je reste calme comme je l'ai été cette nuit-là. Parce que la panique ne sert à rien face au froid. Elle ne réchauffe pas. Elle n'apporte rien. Il n'y a que le corps, le froid, et la décision de continuer à bouger jusqu'à ce que ça passe. Ou pas. Je garde mon sac de couchage 30 degrés C dans le placard. Mon matériel d'expédition est toujours rangé dans la cave. Je ne l'ai pas vendu. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je me mens encore à moi-même, que je me dis qu'un jour je repartirai. Mais je sais que je ne le ferai pas. Certaines portes se ferment sans qu'on ait besoin de les claquer. Quand les gens me demandent si la montagne me manque, je réponds oui. C'est vrai. Elle me manque. Mais pas de la manière qu'ils imaginent. Ce n'est pas l'adrénaline qui me manque, ni les sommets, ni même la beauté des paysages. C'est cette sensation d'être absolument seul face à quelque chose d'immense et d'indifférent. Cette clarté brutale, ce froid qui ne négocie pas. Mais on ne peut pas vivre toute sa vie dans cette clarté. Elle brûle, elle gèle, elle coupe. Alors je reste ici, dans mon bureau, avec mes cartes et mes prévisions météo. Je protège d'autres gens. Je fais des formations sur l'hypothermie, les gelures, les signes de détresse en haute montagne. Je suis bon dans ce travail. Peut-être meilleur que je ne l'étais comme guide, parce que maintenant je sais vraiment de quoi je parle. Et le soir, quand je rentre chez moi et que j'enlève mes chaussures,
Je regarde parfois mon pied gauche. Les cicatrices, les orteils qui manquent. Certaines personnes gardent des photos de leur voyage. Moi, je garde ça. Un souvenir qui ne s'efface pas. Un rappel silencieux d'une nuit où la température est descendue à 58 degrés C et où j'ai compris que je n'étais qu'un homme, pas un conquérant. La montagne est toujours là. Elle sera là longtemps après moi. Elle ne se souvient pas de mon passage. Elle ne garde pas la trace de cette nuit. Pour elle, je n'étais qu'un point minuscule qui a traversé son territoire et qui est reparti. Moins un orteil et demi, moins quelques illusions, c'est suffisant.